Jamais de toute l'histoire, il n'y eut de guerre plus facile à éviter. Elle aurait pu être évitée, sans même tirer un seul coup de feu. Aujourd'hui, l'Allemagne pourrait être un pays de partage, une terre prospère, une nation honorée. Mais personne n'a voulu entendre. Un par un, nous avons tous été entraînés dans cette affreuse spirale. Assurément, mesdames, messieurs, je vous le dis assurément, nous devons tout faire pour que cela ne se reproduise plus. Dans la cour de la forteresse de Spandau, un homme, Rudolf Walter Richard Hess, âgé de 93 ans. Les gardiens des 4 nations français, britanniques, soviétiques et américains le surveillent constamment. Quand les Américains prennent le relais de la garde, ils découvrent Rudolf Hess mort. L'hypothèse du suicide est avancée, mais rien ne le prouve. Son corps est restitué à sa famille qui décide de lui offrir un lieu de repos et de paix. Rudolf Hess, l'ancien bras droit d'Hitler, était le dernier des détenus d'un procès qui aura marqué l'histoire, où on aura découvert les crimes et la barbarie nazie. Ce procès est le premier grand procès international de l'histoire, pour que plus jamais cela ne se reproduise. C'est le procès de Nuremberg. Pendant que l'Europe est occupée par les nazis, des rapports parviennent au Royaume-Uni sur la qualité de vie en Europe. Avant même que les États-Unis n'entrent en guerre, il continue à diriger ses ambassades dans les différents pays d'Europe, et il reçoit des rapports sur les rafles, la déportation de Juifs vers la Pologne, le travail forcé dans les fermes et usines allemandes. Dans les pays non occupés, tels que le Royaume-Uni ou les États-Unis, des noms apparaissent sur des rapports de manière assez récurrente. Ceux d'Hermann Göring, de Rudolf Hess, d'Heinrich Himmler, de Joseph Goebbels, de Julius Streicher et d'Albert Speer. Le 13 novembre 1942, les représentants de 8 gouvernements et le comité de la France libre qui est exilé en Angleterre se réunissent au St. James Palace à Londres. Tous sont très attentifs aux crimes perpétrés dans leur pays et ils souhaitent châtier les coupables de ces crimes contre l'humanité, quel que soit le degré de responsabilité des auteurs. Tous souhaitent un procès international après la guerre. En octobre 1943 est créée une commission des Nations Unies pour les crimes de guerre. Ce terme des Nations Unies vient de la conférence de Washington de décembre 1941, qui réunit tous les pays qui se battent contre le nazisme. La commission des crimes de guerre regroupe 17 pays, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Belgique, le Canada, la Chine, les États-Unis, la France, la Grèce, les Indes, le Luxembourg, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Royaume-Uni, la Tchécoslovaquie, le CFLN. L'Union soviétique devait également participer aux réunions, mais elle est souvent absente, car elle doit envoyer des représentants de l'Ukraine, de la Biélorussie, des 3 républiques baltes, de la République carélo-finnoise et de la Russie. Mais pour l'Union soviétique, cela signifie qu'elle va devoir donner l'indépendance à tous ces pays après la libération, ce qu'elle ne veut pas. Cette commission doit enquêter sur les crimes de guerre, mais elle ne dispose d'aucune équipe d'enquêteurs ou de spécialistes pour mener l'enquête. Du coup, elle le fait uniquement via les différents rapports transmis par les divers gouvernements qui eux-mêmes reçoivent des rapports venant de leur pays occupé. En mars 1944, le président de la commission, Cecil Hurst, dira qu'il n'a qu'une douzaine de cas qui peuvent être décrits comme atrocités. Il n'a reçu aucune preuve attestant du massacre des Juifs en Pologne. Pourtant, en juin 1944, Rudolf Werba, avec l'aide de son codétenu Alfred Wetzler, va s'échapper d'Auschwitz pour envoyer un rapport détaillé sur ce qui se passe dans les camps de la mort nazis. Ce rapport sera connu sous le nom de rapport Werba-Wetzler et sera rendu partiellement public fin juin 1944.
Lors de la préparation du procès de Nuremberg, la commission constate que ces preuves existent, qu'elles sont entre les mains du gouvernement britannique et qu'elles ne lui sont pas transmises. La commission se pose de nombreuses questions, telles que est-ce que la guerre d'agression peut être considérée comme un crime selon la loi internationale? Les crimes d'un gouvernement contre son propre peuple peuvent-ils être considérés comme crimes contre l'humanité relevant d'une justice internationale? Les juristes préparent ces questions pour le futur procès de Nuremberg. Les accords de Londres fixent le statut international de Nuremberg. Mais la commission n'en est qu'à ses débuts et son travail doit faire coopérer 4 nations, la France, le Royaume-Uni, l'Union soviétique et les États-Unis. Ensemble, ils devront préparer le procès des grands criminels dans une seule et même ville. Le 30 octobre 1943, l'Américain Cordell Hull, le Britannique Anthony Eden et le Soviétique Molotov signent la déclaration de Moscou. Dans cette déclaration, les Alliés distinguent 2 types de criminels, ceux qui ont commis des crimes dans un seul lieu. Ces criminels-là devront être ramenés sur la scène de leurs crimes et jugés par les peuples à la vie desquels ils ont attenté, et ceux qui se sont rendus coupables de forfaits dans différents pays. Ils doivent être punis en vertu d'une décision commune des gouvernements alliés. En septembre 1944, le Premier ministre britannique Winston Churchill et le président américain Franklin D. Roosevelt se rencontrent à Québec. Ils vont discuter du sort des criminels de guerre qui ont commis des crimes dans plusieurs pays. Dans un mémorandum de Lord Simon, les Britanniques espèrent que les principaux responsables nazis se suicideront ou que le peuple se chargera d'eux. Ceux qui auront échappé à leur châtiment seront repris sur une liste et seront exécutés après qu'ils aient été formellement identifiés. Roosevelt est d'accord avec les Britanniques et décide de soumettre cette proposition à Staline pour commencer à établir une liste de noms. En octobre 1944, Churchill s'envole pour Moscou pour discuter avec Staline du futur procès international. Le dictateur soviétique ne refuse pas le procès, et comme les 2 hommes d'État, il souhaite montrer au monde que ces personnes seront jugées avant d'être exécutées. Churchill va sans cesse pointer du doigt les nombreuses difficultés de la loi internationale, mais Staline reste sur sa position. Il veut un procès pour les responsables nazis avant une possible condamnation à mort. Avril 1945. La guerre touche bientôt à sa fin, et Roosevelt envoie l'un de ses proches à Londres, le juge Samuel Rosenman, pour discuter des crimes de guerre. Entre-temps, le juge Rosenman rencontre Charles de Gaulle, le chef du gouvernement provisoire en France, et ce dernier soutient l'idée d'un procès plutôt que celle d'exécution. Pourtant, aux États-Unis, la décision n'est pas encore prise, car certains se rangent du côté d'Henry Morgenthau, secrétaire américain au Trésor, qui lui souhaite la désindustrialisation totale de l'Allemagne et des exécutions rapides des responsables nazis. Le 12 avril 1945, le président Roosevelt meurt, et c'est son successeur, Harry Truman, qui doit prendre cette décision. Lui n'est pas pour des exécutions sommaires sans qu'il y ait eu de jugement. 8 mai 1945. Les corps sans vie de Joseph Goebbels, de son épouse et de leurs enfants sont retrouvés dans le bunker de la chancellerie. Selon certains témoins, Adolf Hitler se serait également suicidé et aurait fait disparaître son corps pour qu'on ne le retrouve jamais. Les vœux du Royaume-Uni ont été exaucés. Même s'ils sont contre un procès, ils acceptent de se plier aux souhaits des autres pays qui souhaitent un jugement international. Le 2 mai 1945, le président Truman nomme Robert Jackson procureur général du futur procès qui se met tout doucement en place et souhaite qu'il prépare ce procès de A à Z. Le procureur Jackson va démontrer au monde entier que les États-Unis n'ont rien fait d'illégal quand ils ont aidé leurs alliés pendant la guerre. Dans un premier rapport qu'il remet à Truman, Jackson écrit : Le procès que nous entamons contre les principaux inculpés a trait au plan de domination nazi, et non aux actes individuels de cruauté qui se sont produits hors de tout plan concerté. Notre procès doit constituer un historique bien documenté de ce qui était, nous en sommes convaincus, un plan d'ensemble, conçu en vue d'inciter à commettre des agressions et des actes de barbarie qui ont indigné le monde. Nous ne devons pas oublier qu'à l'époque où les nazis proclamaient audacieusement leur plan, ceux-ci étaient tellement extravagants que le monde refusa de les envisager sérieusement.
20 juin 1945. L'équipe américaine, bien qu'elle soit pléthorique, arrive à Londres pour négocier très rapidement un accord qui permette la mise en route du procès, et elle prépare le matériel documentaire rassemblé à Washington et à Paris. La délégation de Jackson doit travailler avec la délégation conduite par l'attorney général Sir David Maxwell Fyfe, mais celui-ci sera remplacé par Sir Hartley Shawcross, en raison de la défaite de Churchill aux élections. 2 questions sont abordées. La première, faut-il un grand procès ou plusieurs procès? La seconde, dans l'acte d'accusation, faut-il souligner les crimes de guerre ou le complot nazi pour dominer le monde? Les Américains souhaitent un procès axé sur l'accusation de complot, car les accusés seront limités et les preuves seront peu nombreuses, mais elles seront décisives. Ils souhaitent accuser des organisations qui ont été des instruments du complot, tels que le cabinet du Reich, le corps des chefs politiques du parti, le haut commandement des forces armées allemandes, l'OKW, l'ASS, l'ASA et la Gestapo. Les Britanniques ne s'opposent pas à l'idée des Américains, même s'ils souhaitent un procès qui aurait une durée de 2 semaines maximum. Le Foreign Office examine à la loupe la biographie des chefs nazis et propose 10 noms. En tête de liste figure le nom d'Hermann Göring, qui s'est personnellement rendu aux Américains. Il est surtout le seul haut dignitaire nazi à être encore en vie. Heinrich Himmler, habillé en paysan, a été reconnu et s'est suicidé avec une capsule de cyanure, échappant ainsi à la justice. Le Reichsmarschall est l'un des premiers compagnons de route d'Hitler. Ils se sont connus en 1922 et Göring a immédiatement adhéré au parti nazi. Il est également auprès d'Hitler lors de la tentative de putsch de 1923 et il devient le chef de la SA. Il va fuir l'Allemagne avant de revenir en 1928 une fois amnistié. En 1932, il devient président du Reichstag, devient ministre sans portefeuille et commissaire du Reich à l'aéronautique. Il devient ensuite ministre de l'Intérieur de la Prusse, puis devient ministre de l'Air en 1933. Il réussira à réarmer le Reich et la Luftwaffe qui sera la première force aérienne du monde. Suite à la réussite de la guerre éclair, il sera nommé maréchal du Reich. Le 29 juin 1941, il est nommé par décret successeur d'Hitler. Mais suite aux nombreux revers que l'armée allemande a subis en 1943, il perdra petit à petit son aura glorieuse. En avril 1945, il sera démis de ses fonctions. Hitler le jugera comme traître et demandera qu'il soit fusillé. C'est pour cela qu'il se rend aux Américains, pour se protéger lui et sa famille. Le deuxième nom sur la liste est Rudolf Hess, l'ancien dauphin d'Hitler, qui a été capturé par les Britanniques le 10 mai 1941. Il voulait leur proposer une paix séparée avec le Royaume-Uni. Il est entré au parti nazi en 1920 et il participe comme Göring au putsch de Munich. Il sera emprisonné avec Hitler dans la prison de Landsberg et ce dernier va lui dicter Mein Kampf. Il est la 3e figure du régime, juste derrière Göring. Après son arrestation en 1941, les médecins lui ont diagnostiqué une maladie mentale et il s'imagine que ses gardiens vont le tuer avec du poison dans sa nourriture. Le 3e nom est Joachim von Ribbentrop, qui a été nommé ministre des Affaires étrangères en 1938, car Hitler était ébloui par sa connaissance des langues étrangères. Ce n'est pas un nazi de la première heure, puisqu'il n'a adhéré au parti nazi qu'en 1932. C'est lui qui a signé aux côtés des soviétiques le pacte germano-soviétique du 23 août 1939. Voyant le conflit tourner au vinaigre, il décide de se cacher à Hambourg. Il sera finalement retrouvé et fait prisonnier par les Britanniques le 14 juin 1945. Le 4e est Robert Lee. Il dirigeait le front allemand jusqu'à la fin de la guerre. Il sera membre du parti nazi en 1932 et à la fin de la guerre, il va s'enfuir dans les Alpes bavaroises, caché dans un chalet qui n'est pas très loin de Berchtesgaden et où il sera arrêté par les Américains. Le 5e nom est le maréchal Wilhelm Keitel. Il fait partie des accusés potentiels.
Il avait été nommé en 1938 chef du haut commandement des forces armées allemandes par Hitler. Il va exercer ce rôle jusqu'en 1945. C'est lui qui signera l'acte de capitulation le 8 mai 1945. Il sera arrêté le 13 mai 1945. Le sixième nom est Julius Streicher. Il fait partie des premiers nazis et il participe au putsch de 1923. Il est nommé chef du parti nazi pour la zone de la Franconie en 1923. Mais son nom est beaucoup plus connu grâce au journal qu'il a créé la même année, Der Stürmer. Un journal purement antisémite et vulgaire, où on peut lire des récits de crimes sexuels qui se mêlent à des meurtres rituels. À la fin de la guerre, il part se cacher dans les Alpes bavaroises, où il sera arrêté par les Américains le 23 mai 1945. Le septième nom est Ernst Kaltenbrunner, qui était chargé de la police en Autriche suite à son annexion au Reich en 1938. Il est rentré au parti nazi en 1932 et il va remplacer en 1943 Reinhard Heydrich au bureau central pour la sécurité du Reich. Le 15 mai 1945, il sera capturé par les Américains. Le huitième nom est Alfred Rosenberg, le nazi de la première heure qui devient en 1941 ministre des Territoires de l'Est. Ce titre va lui offrir la possibilité de mettre en pratique ses théories raciales qui seront développées dans son ouvrage Le mythe du XXe siècle. Les Anglais vont le découvrir dans l'hôpital de la marine à Flensburg, où il est soigné pour une foulure à la cheville. Le neuvième nom est Hans Frank, un adhérent des premières heures du parti nazi. Il est présent également lors du putsch de 1923. En 1939, il est nommé à la tête du gouvernement général et se rendra coupable des crimes commis sur le territoire de la Pologne. Il sera même surnommé le bourreau de la Pologne ou le boucher de Cracovie. Le 6 mai 1945, les Américains font plus de 2000 prisonniers allemands et l'un d'eux s'ouvre les veines. Il s'avère que c'est Hans Frank. Le dixième nom qui clôture la liste britannique est Wilhelm Frick, qui était ministre de l'Intérieur du Reich et deviendra protecteur de la Bohême-Moravie en 1941. Les Américains n'ont aucune liste de suspects à présenter et ils acceptent pour le coup la liste des Britanniques. Mais ces derniers vont rallonger la liste des suspects en y notant 6 nouveaux noms. Hjalmar Schacht, qui était le directeur d'État. Mais suite à l'attentat du 20 juillet 1944, il sera arrêté et envoyé dans divers camps de concentration. Il sera arrêté en 1945 par les Américains en Autriche. Arthur Seyss-Inquart, un nazi autrichien qui devient en mai 1940 commissaire aux Pays-Bas et à la Belgique. Il sera intercepté par les Canadiens en mai 1945. L'amiral Dönitz, qui était le commandant en chef de la Kriegsmarine de 1943 à 1945 et qui sera nommé président par Hitler la veille de son suicide. Il deviendra donc son successeur à la tête du Troisième Reich. À la fin du mois de mai 1945, il sera arrêté par les Américains. Mais les Britanniques, après avoir lu son journal, ne sont pas convaincus de sa culpabilité dans les crimes qu'a commis le Reich. Walter Funk, successeur de Hjalmar Schacht à la tête de la Reichsbank et ministre de l'économie, est considéré par les Britanniques comme l'un des instigateurs du pillage économique par le Reich. Il est arrêté à Berlin le 11 mai 1945. Albert Speer est l'architecte favori d'Hitler qui a succédé à Todt au ministère de l'Armement après sa mort le 8 février 1942. Il est arrêté par les Britanniques à Flensburg-Moorvik. Baldur von Schirach, adhérent au parti nazi dès ses débuts, qui sera chef des jeunesses du Reich allemand en juin 1933 et sera chargé de l'encadrement de la jeunesse hitlérienne dans le but d'inculquer des principes idéologiques. En 1945, il se cache dans le Tyrol et finalement envoie une lettre au commandant américain. C'est de mon propre gré que je me rends aux autorités alliées. Ainsi, j'aurai la possibilité de répondre de mes actes devant un tribunal international.
Il sera donc arrêté par les Américains en juin 1945. Le 24 juin 1945, la délégation française, qui a à sa tête le juge Robert Falco, rejoint par le professeur André Grosz, arrive à Londres. Le lendemain, c'est la délégation soviétique conduite par le général Nikitchenko et le professeur Trenin qui arrive à son tour à Londres. Il faudra 2 mois pour que les 4 nations s'entendent enfin sur ce procès. En effet, les Américains exposent leur accusation, celle de crime contre la paix, mais les Français et les Soviétiques ne sont pas d'accord sur ce terme, car pour eux, les nazis ont mené la guerre d'une façon criminelle. Mais les 2 juges soviétiques et français sont d'accord pour la mention d'accusation de crime de guerre, parce que la France et l'Union soviétique ont été durement touchés par les crimes. Les discussions vont encore une fois tourner en rond, car les Soviétiques souhaitent que le procès se tienne à Berlin, dans leur zone d'occupation. Les Américains refusent. Le 2 août 1945, la situation se débloque et Nikitchenko accepte la proposition des Américains. Le complot fera partie des chefs d'accusation et le procès se tiendra à Nuremberg, là où le nazisme est né. Le 8 août 1945 sont signés les accords de Londres qui légitiment le statut du tribunal militaire international. L'accord entre le gouvernement provisoire de la République française et les gouvernements des États-Unis, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, et de l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des puissances de l'Axe. Je ne vais pas vous lire tous les articles, car il y en a 8. Mais le but était de juger des criminels de guerre qui avaient commis des crimes à plusieurs endroits différents ou ceux qui ont fait partie de l'organisation nazie. 4 chefs d'accusation sont retenus. Ceux de plan concerté ou complot, crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le mot juif n'est pas prononcé. Pourtant, la persécution qu'ont subie les Juifs sont un crime contre l'humanité. Pour faire entrer ces nombreux massacres au procès, il aurait fallu les considérer comme un acte militaire mis en œuvre par les Allemands pour atteindre leurs objectifs de guerre. Le chef de la délégation britannique, Sir David Maxwell Fyfe, a bien saisi la clé du problème. La préparation inclurait, selon moi, des actes comme le fait de terroriser et de tuer leur propre population juive afin de préparer la guerre. C'est-à-dire des actes préliminaires commis à l'intérieur du Reich dans le but d'enrégimenter l'État en vue d'une agression et d'un embrigadement. Ce serait politiquement important pour nous, parce que les mauvais traitements infligés aux Juifs ont scandalisé la conscience de notre peuple, et j'en suis sûr, des autres Nations Unies. Mais nous devions prendre cela en considération à un moment donné, et je pensais que c'était couvert par cet acte dans la préparation de ce dessein. Je voulais simplement préciser que nous y pensions, parce que j'ai été contacté par diverses organisations juives et que j'aimerais leur donner satisfaction si possible. Je songe seulement au traitement général des Juifs tel qu'il s'est révélé faire partie du plan général d'agression. Robert Jackson rejoint les propos britanniques. Il existe, depuis des temps immémoriaux, un principe général selon lequel, en temps ordinaire, les affaires internes d'un autre État ne nous regardent pas. Autrement dit, la façon dont l'Allemagne traite ses habitants, ou dont n'importe quel pays traite les siens, n'est pas plus notre affaire qu'il n'appartient aux autres États de se mêler de nos problèmes. Nous estimons justifiable que nous intervenions ou tentions de châtier des individus ou des États seulement parce que les camps de concentration et les déportations poursuivaient un plan ou une entreprise concertée de livrer une guerre injuste à laquelle nous avons été amenés à participer. Nous ne voyons aucune base sur laquelle nous soyons justifiés de nous en prendre aux atrocités qui étaient commises à l'intérieur de l'Allemagne, sous le régime allemand ou même en violation du droit allemand par les autorités de l'État allemand. Selon les propos du professeur André Grosz, qui représentait la France avec Robert Falco, il avait proposé que les persécutions soient reconnues comme un crime indépendant. Car pendant le procès, les décrets contre les Juifs jusqu'au commencement de la guerre n'auront aucun lien commun. Le procès sera réalisé de manière équitable. Les accusés pourront avoir un avocat de leur choix pour les défendre. Désormais, avant l'ouverture du procès qui doit avoir lieu, les 4 délégations réunissent les preuves, rédigent les actes d'accusation et définissent la liste des accusés. Par ailleurs, suite à la conférence de Potsdam, celle-ci doit être publiée avant le 1er septembre 1945. Le 23 août, la délégation rajoute 5 nouveaux noms. Fritz Sauckel,
connu pour avoir exécuté le plan pour le service du travail obligatoire. Alfred Jodl, chef de l'état-major de la Wehrmacht. Fritz von Papen, ambassadeur à Vienne et Ankara. Konstantin von Neurath, ancien ministre des Affaires étrangères et protecteur de Bohême-Moravie. Et l'amiral Erich Raeder, ancien dirigeant de la Kriegsmarine jusqu'à sa démission. On ajoute à la liste Gustav Krupp et son fils Alfred, et une autre personne dont personne ne sait si elle est vivante ou morte, Martin Bormann. Et sous la pression des soviétiques, on ajoute Hans Fritzsche, un collaborateur de Goebbels, au ministère de la Propagande. La liste est rendue publique le 29 août 1945, et elle contient 24 noms. L'avocat de Gustav Krupp intervient et annoncera avec un certificat médical que Krupp ne peut être présent lors des audiences ou être interrogé, car il a un ramollissement astério-sclérotique progressif du cerveau. Le procureur Jackson prend l'acte de l'impossibilité à comparaître de Gustav Krupp, mais il ne souhaite pas renoncer puisque ce dernier a aidé l'effort de guerre allemand. Le procureur Jackson propose de substituer Alfred à Gustav. Cette requête sera acceptée par le procureur soviétique Prokofsky et français François de Menton, mais les juges rejettent la requête. La liste des organisations qui comprend le cabinet du Reich, le corps des chefs politiques du parti nazi, l'ASS, la Gestapo, la SA, l'état-major général et le haut commandement des forces armées est ajoutée à la liste des accusés. 18 octobre 1945. Le tribunal tient sa séance inaugurale à Berlin, car selon l'article 22 du statut, elle prévoit que le siège permanent du tribunal se trouve à Berlin et que le procès se déroulera à Nuremberg. La première séance est présidée par le général soviétique Nikitchenko, mais cette première séance est plutôt brève. Elle permet de remettre au tribunal l'acte d'accusation et aux inculpés des copies du statut, les actes d'accusation et des documents afférents. Lors de cette séance inaugurale, la présidence du procès est attribuée au Britannique Lawrence. Un mois plus tard, le procès de Nuremberg s'ouvre. Edgar Faure, le procureur adjoint français, écrit : La ville de Nuremberg m'a paru comme une vaste superficie couverte d'ondulations inégales. À l'approche, je vis que ces lignes collinaires représentaient des amoncellements multiformes de blocs erratiques. Nuremberg ressemble à un vaste champ de ruines lors du procès, car elle a été massivement bombardée par la Royal Air Force en janvier et mars 1945. Ensuite, elle sera prise par les Alliés à la mi-avril après des combats de rue. Les seuls édifices restés debout sont le palais de justice relié par un tunnel à la prison qui, elle aussi, est toujours debout. L'hôtel de ville et le grand hôtel sont également debout au milieu des ruines. C'est ce qui a motivé à choisir cet endroit. Ce n'est pas exactement à cause des lois antisémites adoptées en 1935, ni à cause des meetings du parti nazi qui avaient lieu chaque année à Nuremberg. Le général Nikitchenko aurait dit au juge américain Biddle : « J'ai l'impression que les pilotes de vos bombardiers songeaient déjà au procès. Ils n'ont épargné que le palais de justice. Vous autres Américains pensez toujours à tout. » L'armée américaine va rétablir l'électricité, le téléphone, l'eau, la circulation des tramways. Nuremberg deviendra une ville internationale. La délégation française et une partie des Britanniques logent dans le village voisin de Zirndorf. Le mur du club français est orné d'une large fresque qui représente la place de la Concorde. Ce lieu deviendra un lieu de sociabilité de la communauté internationale qui est réunie autour du procès. Les journalistes du procès qui viennent de partout dans le monde seront logés dans la demeure du grand industriel du crayon Faber. Edgar Faure dira : C'est là que nous recevions les visiteurs qui, par un roulement ininterrompu, venaient depuis les capitales victorieuses faire une brève incursion dans cette enclave consacrée à la justice et à l'histoire. Tous les soirs, il y a un spectacle. Ensuite, il y a un orchestre qui joue et l'on voit des personnes danser au son de la musique. J'éprouvais quelques surprises à voir le président de la cour, M. Lawrence, qui semblait sortir d'une illustration de Dickens, lever haut la jambe comme l'impliquait une figure de la danse à la mode. Dans la grande salle d'audience, dans ce palais de justice qui se nomme le château, on peut voir 4 drapeaux. Ce sont les drapeaux des 4 grandes puissances, la France, la Grande-Bretagne,
l'Union soviétique et les États-Unis. Ce tribunal militaire n'est pas tellement militaire, puisque chacun des juges est vêtu d'une tenue habituelle, à part les juges soviétiques qui, eux, sont restés en uniforme. La charte précise que chacune des puissances signataires doit désigner un juge et un juge suppléant. Au total, ils seront donc 8. Pour le Royaume-Uni, il s'agit du juge Lawrence. Son suppléant sera Norman Birkett. Le juge américain est Francis Biddle, qui parle très bien le français, et son suppléant est John Parker, qui ne marquera pas le procès de Nuremberg. Le juge français est le professeur Donnedieu de Vabre, qui a enseigné le droit pénal à des générations d'étudiants à la faculté de Paris, et qui sera un grand timide lors de ce procès. Son suppléant est Robert Falco, celui qui a représenté la France lors des accords de Londres. Le juge soviétique est le major général Nikitchenko et son suppléant est le lieutenant-colonel Volchkov. Ce sont les seuls à revendiquer les titres militaires. Les juges vont rester entre eux, ce qui est pour eux le prix pour une justice honnête. Le ministère public va siéger à gauche des juges. Comme les juges, il sera composé de représentants des 4 puissances. Mais la tâche est compliquée. Pour preuve, le procureur général Jackson est entouré d'une équipe de 32 avocats généraux et procureurs adjoints. Le Royaume-Uni en aura 7, l'Union soviétique en aura 9 et la France aura 10 avocats et substituts. Le procureur général Robert Jackson dominera ce procès contrairement au juge Lawrence, qui ne fait pas l'unanimité. Passons maintenant à la présentation des procureurs, qui sont pour le côté britannique l'attorney général Sir Hartley Shawcross et Sir David Maxwell Fyfe. Mais ce dernier va constamment le représenter lors du procès, car Sir Hartley Shawcross, qui doit siéger au gouvernement, est souvent retenu à Londres. Les procureurs soviétiques sont le général Rudenko et son adjoint le colonel Pokrovski, qui sont habillés comme leurs juges en uniforme militaire et qui vont se mêler que très rarement à la micro-société internationale de Nuremberg. Du côté français, en premier, c'est François de Menthon qui est le procureur général. Mais en janvier 1946, Charles de Gaulle se retire et François de Menthon devient ministre de la Justice. Il doit quitter son siège au procès de Nuremberg. Il est remplacé par Auguste Champetier de Ribe, un grand avocat civiliste de Paris qui travaillera aux côtés de ses adjoints Edgar Faure et Charles Dubost, avocat à la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Serge Fuster, alias Casamayor, est l'un des 4 substituts. Seules ces 4 puissances accusent et jugent, mais 15 autres pays ont donné leur accord à ce procès pour qu'il soit représenté par ces 4 puissances. Par exemple, l'URSS va parler au nom des pays de l'Est qu'elle a libérés, comme la Pologne par exemple. La France, elle, est la voix des pays occupés de l'Ouest, tels que la Belgique, les Pays-Bas, la Norvège, le Luxembourg, etc. 20 novembre 1945, à 10h. Les accusés entrent dans le tribunal par groupe de 3 et sont amenés par les policiers américains casqués et gantés de blanc qui vont se ranger derrière eux une fois qu'ils seront installés. Les accusés vont s'installer par ordre d'accusation qui correspond à leur hiérarchie. Premier rang, à gauche, Hermann Göring, assis à côté de lui, Rudolf Hess, puis Joachim von Ribbentrop, puis Wilhelm Keitel, Kaltenbrunner, enfin quand sa santé le lui permet, car il a été victime d'une attaque cérébrale. Au cours du procès, ceux qui ne se sont pas présentés mais qui vont rejoindre le premier rang sont Rosenberg, Frank, Frick, Streicher, Funk et Schardt. Tous les autres seront au second rang. Sur les 24 noms, seuls 21 sont présents. Ainsi, Gustav Krupp a été retiré de la liste. Robert Lee, lui, s'est suicidé dans sa cellule avant l'ouverture du procès. Martin Bormann est toujours introuvable au moment du procès. Mais on sait aujourd'hui qu'il a trouvé la mort lors de sa tentative de fuite pendant les derniers jours de la bataille de Berlin. Un nom figure également sur la liste et qui n'est pas présent, celui d'Adolf Hitler. Les soviétiques ont toujours gardé le mystère sur sa disparition. Le juge Geoffroy Lawrence fait une courte déclaration lors de l'ouverture du procès. Le procès qui va commencer est unique dans les annales du droit mondial et d'une importance extrême pour des millions de personnes du monde entier. Pour ces raisons, à tous ceux prenant part à ce procès,
incombe la grande responsabilité d'accomplir leur devoir sans crainte et sans partialité, selon les principes sacrés du droit et la justice. Sidney Alderman, le procureur adjoint des États-Unis, présente les 4 chefs d'accusation. Le numéro 1 est le plan concerté ou complot. Le numéro 2 est celui de crime contre la paix. Le numéro 3, celui de crime de guerre. Et le numéro 4, celui de crime contre l'humanité. À chaque audience, l'entrée est la même, comme le décrit Joseph Kessel, un écrivain témoin du procès. Les militaires claquent les talons. Les civils se serrent les mains. Les uns sourient, d'autres ont les traits soucieux. Certains visages ne montrent aucune expression. Ils s'assoient, s'installent, causent entre eux ou leurs défenseurs. Mais aucun de ces hommes, dont je scrute les figures avec une avidité passionnée, aucun ne porte sur le front ou dans les yeux la moindre trace, le moindre reflet, la plus petite justification de leur gloire passée ou du terrifiant pouvoir qui fut le leur. Un froncement de sourcils de Göring faisait alors trembler l'Allemagne, et l'Autriche, et la Bohême, et la Norvège et les Pays-Bas. Le voilà accoudé, le dos rond. Son uniforme gris clair qui tire sur le blanc sale flotte autour de lui. Son visage meurtri ressemble à celui d'une vieille femme méchante. Il y a un an, Ribbentrop jouait encore au souverain dans les capitales occupées. Aujourd'hui, il est hagard, les yeux vides, ses cheveux gris en désordre. Son défenseur apprend au tribunal que depuis 4 mois, il ne dort qu'avec des doses massives de bromure. Il y a un an, Kettel dirigeait des millions d'hommes en armes accrochés au territoire de France, d'Italie, de Pologne, de Belgique et de Hollande. Sans étoiles, sans décoration. Il claque des talons comme un de ses sous-officiers, âgés, usés, râpés, qui traînait dans nos villes occupées. Il y a un an, Streicher disposait du sang de tous les juifs à qui les chambres à gaz, les fours crématoires et les camps infernaux avaient laissé un souffle précaire et toujours menacé. Aujourd'hui, Streicher n'est plus qu'un petit vieillard traqué. Ils sont tous serrés les uns contre les autres, tous aussi insignifiants ou vulgaires ou médiocres. Nous connaissons également la vie des accusés dans leur prison, grâce au témoignage du médecin-psychologue Gilbert, dont la tâche est de maintenir un contact journalier avec les prisonniers afin de prévenir de nouveaux suicides et d'informer le commandant de la prison, le colonel Andrus, de leur état moral pour qu'ils soient disciplinés lors du procès. Les accusés sont détenus à la prison de Bad Mondorf, au Luxembourg. Göring apparaît amaigri lors du procès. C'est parce qu'il a dû subir une cure de désintoxication car il est morphinomane. C'est le médecin allemand, Ludwig Flucker, qui est chargé de surveiller la santé des détenus. Au moment du procès, les détenus sont transférés à la prison de Nuremberg, où Raeder et Fritzsche les rejoignent. Les détenus occupent des cellules individuelles avec un mobilier réduit, une table, une chaise, des WC. Ils sont surveillés en permanence par les soldats américains, qui regardent 24 heures sur 24 dans une sorte de guichet pour les observer. Cette consigne a été donnée par le colonel Andrus, suite au suicide de Robert Lee dans sa cellule. Nous voulons plus de suicides, la consigne dorénavant est de surveiller sans arrêt les détenus. Ces derniers échappent au regard des soldats américains qu'en étant assis sur le siège des toilettes. Les détenus peuvent recevoir et envoyer des lettres, se promener dans la cour de la prison. Par ailleurs, ils ont reçu la consigne de ne pas se parler lors de leur promenade quotidienne. Ils se retrouvent lors des repas ou au tribunal. Chacun d'entre eux a pu choisir un avocat sous condition que ce ne soit pas un ancien nazi. Les organisations criminelles ont reçu un avocat commis d'office. Mercredi 21 novembre. Respectant l'article 24 du statut, le président du tribunal, le juge Lorenz, demande aux inculpés s'ils veulent plaider coupables ou non coupables. Le premier à répondre est Hermann Göring, qui a promis aux autres inculpés de faire une déclaration. À l'appel de son nom, il se lève et avance. Avant de répondre à la question du tribunal si oui ou non je suis coupable, j'ai annoncé que les accusés n'étaient pas autorisés à faire une déclaration. Vous devez plaider coupable ou non coupable. Au sens de l'acte d'accusation, je me déclare non coupable. C'est au tour de Rudolf Hess qui déclare. Non, cette réponse sera considérée comme une déclaration de non-culpabilité. Suite à la phrase du président, les accusés commencent à rire, ce à quoi il répond. Je préviens les perturbateurs que s'ils persistent à troubler l'audience, ils seront expulsés.
Le juge Lorenz a marqué le procès de son autorité, qui sera essentielle pour la suite. Tous les autres accusés à l'appel de leur nom se déclareront non coupables. Le procureur Jackson doit lire son réquisitoire. Il s'en sort brillamment, car son discours a marqué dès le début le procès de Nuremberg. Lors de son réquisitoire, il va raconter en détail la prise de pouvoir par Hitler, la suppression des libertés, la persécution des églises, notamment l'église catholique, les crimes contre les juifs, l'extermination de 5 à 7 millions d'entre eux. Un réquisitoire qui aura marqué les esprits de tout à chacun. Le procès va s'appuyer sur les preuves écrites, sur les témoignages, les documents allemands comme des comptes rendus, des rapports officiels, des projets, des notes personnelles et même des transcriptions dactylographiques de conversations téléphoniques interceptées par la Gestapo. Certains fonctionnaires n'ont apparemment pas obéi aux ordres d'Hitler quand il donna l'ordre de détruire les dossiers compromettants du Reich. Tous ces documents ont été examinés, triés, classés, traduits, photocopiés, polycopiés, etc. Tout cela est distribué aux avocats des accusés. Certains retards de distribution donneront lieu à divers incidents. Le procès va devenir monotone, car au début, il y a beaucoup de lecture des textes. Le public, autant que les journalistes, souhaitent du sensationnalisme, mais rien ne se passe. Surtout lors de la lecture des textes, ceux qui devaient les lire parlent très lentement, pour que les interprètes puissent traduire dans les casques en allemand, en anglais, en russe et en français. Quand la personne parle trop vite, une lumière jaune apparaît devant lui, pour lui signaler de ralentir pour les traducteurs. S'il n'écoute pas ce signal, la lumière passe au rouge, et là pour les traducteurs en coulisses, ça devient un peu n'importe quoi. Une chose importante à savoir, c'est le président du tribunal qui choisit quel document peut être lu ou non. Les avocats vont préparer des livres entiers de documents, mais la lecture de certains documents n'est pas accordée. Comme le traité de Versailles par exemple, annoncé comme sujet tabou, ou l'entrée en guerre de l'URSS. Les avocats allemands qui défendent les accusés n'ont d'ailleurs pas le droit de montrer ce que les Alliés ont pu commettre pendant la guerre, comme les bombardements intensifs sur les populations civiles. Au début du procès, tous ceux qui assistent apportent le même témoignage, un procès ennuyeux, où on peut voir les accusés derrière leurs lunettes noires somnoler sur leur banc. Un début de procès qui commence très mal. Durant le procès, les Américains vont verser des milliers de documents qui révèlent les secrets diplomatiques ou militaires. En somme, les 2 premiers chefs d'accusation, plan concerté ou complot et crime contre la paix, plonge dans les origines de la prise de pouvoir du parti jusqu'au déclenchement du conflit, ainsi que de son expansion à l'ouest et à l'est. En plongeant dans la vie des accusés, ils s'aperçoivent que 16 d'entre eux sont coupables de ces 2 chefs d'accusation. Les crimes contre la paix, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité découlent d'un complot, mis en place avec la naissance du parti nazi et pendant l'ascension au pouvoir d'Hitler, et ce jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Des témoins sont appelés à la barre pour expliquer la chronologie des événements qui a mené à la guerre, car ils s'aperçoivent qu'Hitler et les nazis depuis le début souhaitent agresser les pays qui entourent l'Allemagne, grâce à l'endoctrinement de la population qui croyait en la propagande nazie. L'un des procureurs adjoints américains, le commandant Frank Wallis, va lire pendant le procès le discours d'Hitler du 30 janvier 1941, le jour d'anniversaire de son arrivée au pouvoir. J'ai fixé le programme suivant. Abolition du traité de Versailles. Le reste du monde commet une absurdité lorsqu'il prétend que je n'ai dévoilé mon programme qu'en 1933, 1935 ou 1937. Au lieu d'écouter le stupide bavardage des émigrés, ces messieurs auraient été bien plus avisés de lire ce que j'ai écrit des milliers de fois. Aucun être humain n'a, plus que moi, proclamé ou écrit ses intentions. Et sans cesse j'ai écrit « Abolition du traité de Versailles ». Toute l'histoire du parti nazi est scrutée. On s'aperçoit que ces conspirateurs ont tout fait pour abroger et détruire le traité de Versailles, en réarmant et en renforçant l'armée pour reconquérir les territoires que l'Allemagne avait perdus à la fin de la Grande Guerre, mais aussi pour annexer de nouveaux territoires, peuplés selon leurs termes d'Allemands de race. Et ensuite, ils se sont lancés à la conquête du Lebensraum, l'espace vital allemand, ce qui a mené tout droit à la guerre.
Plusieurs doctrines qui ont été utilisées pour le complot sont divulguées pendant le procès. La première est celle de la race des seigneurs. Elle signifie qu'il faut qu'un Allemand prouve ses origines. Si ses arrière-grands-parents sont juifs, il n'est pas considéré comme de race pure. Et les juifs, eux, même s'ils ont la nationalité allemande, ne peuvent pas être membres de la race. La deuxième doctrine est le principe du chef. En somme, c'est l'allégeance et l'obéissance absolue au chef, Hitler, ce qui va mener à un principe totalitaire. Pour les Américains, le nazisme est d'abord l'hitlérisme, même si la disparition du Führer hante ce procès. Le commandant Wallis raconte le putsch de Munich, qui est également appelé putsch de la brasserie, le 9 novembre 1923, et qui marque la fin d'une époque et le début d'une autre. Il souligne l'implication d'Hermann Göring et de l'ASA pour prendre le pouvoir afin d'instaurer une dictature. Le putsch ayant échoué, Hitler est emprisonné et il profite de sa captivité pour écrire Mein Kampf avec l'aide de Rudolf Hess. Le livre est édité en 1925 dans toute l'Allemagne. L'accusation américaine détaille l'ascension au pouvoir d'Hitler, qui sera nommé chancelier le 30 janvier 1933 par le président Paul von Hindenburg. Dès sa nomination, tous constatent que le pays sera mis au pas et endoctriné par les nazis. On assistera à la destruction des syndicats, qui sont considérés comme communistes aux yeux des nazis. On assiste au contrôle progressif du pouvoir des églises. C'est là, pour la première fois, que l'on entend le mot « camp de concentration ». Wallis précise. C'est en 1933 qu'apparurent les premiers camps de concentration. Ils servirent à éliminer les adversaires politiques que l'on y emprisonnait. C'était l'internement de protection. Ce système de camps de concentration se développa à l'intérieur de l'Allemagne. On parle également pendant le procès de la nuit des longs couteaux, où Hitler fait assassiner Röhm, chef de la SA, la section d'assaut, que selon les archives, Himmler et Heydrich voyaient comme un danger, ainsi qu'une partie des autres chefs de la SA. Ils ont donc inventé une tentative de putsch d'Ernst Röhm pour renverser Hitler et prendre le pouvoir, alors qu'en réalité, Röhm était un fidèle à Hitler. La persécution des Juifs est abordée, présentée comme l'un des éléments du plan nazi en vue de l'asservissement de l'Allemagne. L'action anti-juive, effectuée à l'intérieur de l'Allemagne, avait pour seul but de mettre à exécution la politique de race supérieure et de rassembler des éléments dissidents sous la bannière nazie. Il est précisé dans les documents préparés pour le procès que les accusés Göring, Hess, Rosenberg, Frank, Frick, Streicher, Funk, von Schirach, Bormann et d'autres ont tous joué un rôle important dans la publicité faite autour d'un programme visant à persécuter les Juifs. Les Américains poursuivent leurs accusations avec la création des jeunesses hitlériennes, dans lesquelles les jeunes étaient endoctrinés et où ils apprenaient que la guerre était une activité noble. Pour les Américains, si l'on suit toutes ces accusations, on peut comprendre que le complot avait pour but de commettre tous ces crimes de 1920 à 1945. Pendant le procès, Göring, responsable de la création de la Luftwaffe, est fier de dénoncer son implication lors de la préparation de la guerre. Il assume son rôle de commandant en chef, sa responsabilité dans le réarmement et dans le fait qu'il a poussé Hitler à intervenir en Espagne pour mettre à l'épreuve la jeune armée de l'air allemande. Malgré tout ce qui vient d'être précisé, pour les juges, la thèse du complot est rejetée, car pour eux, même s'il y a eu des crimes à l'intérieur du pays avant la guerre, cela ne regarde pas le tribunal international. Effectivement, Hitler, quand il a eu les pleins pouvoirs, a eu le droit de diriger son pays comme il l'entendait et avec les moyens dont il disposait. Pour sauvegarder la thèse du complot, les juges demandent que des documents sur des plans particuliers de guerre soient retrouvés, afin de mettre en accusation les hauts responsables nazis. Un premier document est alors présenté au tribunal, qui cette fois atteste du complot. Ce document porte le nom de protocole Hossbach. Il stipule que le 5 novembre 1937, Hitler réunissait à la chancellerie du Reich Hermann Göring, commandant en chef de la Luftwaffe, Erich Raeder, commandant en chef de la marine, Neurath, ministre des Affaires étrangères, et von Blomberg, ministre de la guerre, et Fritzsche, commandant en chef de l'armée de terre. Cette conférence était tellement secrète qu'il n'y a eu aucun compte-rendu. Alors comment le tribunal a-t-il eu cette preuve entre ses mains ? Parce que le lieutenant-colonel Hossbach
l'officier d'ordonnance personnel d'Hitler a repris des informations de cette conférence sur papier. En somme, cette conférence explique l'inquiétude d'Hitler de voir le sol allemand se détériorer à cause de l'emploi d'engrais artificiels. Il va alors exposer l'idée de retrouver un nouvel espace vital pour l'agriculture. Cela ne doit pas être dans les colonies allemandes, mais quelque part en Europe. Selon les propos d'Hitler, l'espace nécessaire ne peut être recherché qu'en Europe. Il ne s'agit pas de se rendre maître de population, mais de s'emparer de territoires utilisables pour l'agriculture. Les buts de guerre sont clairement exprimés par Hitler, et ce dernier souhaite conquérir un espace qu'il juge vital pour l'Allemagne, et non soumettre des populations. L'objectif du dictateur est défini. La conquête de l'espace vital, le moyen d'y parvenir, c'est la guerre. Hitler souhaite que le conflit démarre en 1943 et soit terminé en 1945. Il dit très clairement que si la guerre d'Espagne devient un conflit anglo-franco-italien, alors l'Allemagne interviendra dès 1938. Pour conquérir l'Europe, Hitler souhaite envahir l'Autriche et la Tchécoslovaquie, une menace qui n'existera plus si ces pays doivent se diriger vers l'ouest. Il sait que la France n'interviendra pas sans l'Angleterre, et il pense que ces deux derniers pays ont rayé secrètement la Tchécoslovaquie de la carte. Bien sûr, il sait que si la Tchécoslovaquie et l'Autriche tombent entre ses mains, il aura des réserves alimentaires à condition que 2 millions de Tchèques et 1 million d'Autrichiens émigrent ailleurs. Ce texte sera la première preuve qui incrimine les responsables nazis dans le complot pour déclencher la guerre. Le médecin psychologue Gilbert va comme chaque jour observer les détenus lors de leur déjeuner. Il écoute quelquefois leurs discussions et suite à la lecture de ce document, plus d'un détenu va réagir. Beaucoup de prévenus ne cachèrent pas leur étonnement devant ce document révélant la conception d'Hitler de la politique de force. Jodl dit qu'il ne s'était pas rendu compte alors. Von Schirach estima que le document constituait de la folie politique concentrée. Frank remarqua « Attendez seulement que les Allemands lisent ça et qu'ils voient avec quel dilettantisme le Führer a scellé leur destin. » Ribbentrop, tout ébouriffé, secoua tristement la tête quand je lui demandais s'il n'avait pas connu cette déclaration relative à la politique. « Non, il ne m'en a jamais parlé. Je vous le répète, Herr Doctor, si les Alliés nous avaient laissé seulement la moitié d'une chance après Versailles, vous n'auriez jamais entendu parler d'Hitler. » Fritzsche est contraint d'admettre que le document jette une nouvelle lumière sur le procès. Il me dira « Je vois maintenant pourquoi il est question de complot, et je serai moi-même obligé de changer de position au sujet de l'acte d'accusation. » Seul Göring n'apprécie pas les dialogues de ses codétenus et rétorque. « Ah, chanson que tout cela! Les Américains ne se sont-ils pas emparés de la Californie et du Texas? C'était bien aussi une simple guerre agressive en vue d'extension territoriale !» C'est à cause de cette réunion que Neurath démissionne de son poste, et pourtant il est présent sur le banc des accusés. Il dit « Le discours d'Hitler me bouleversa, puisqu'il signifiait l'effondrement de la politique étrangère que j'avais, jusqu'alors, poursuivi avec persévérance. » Dans la même journée, le procureur adjoint américain Sidney Halderman présente un deuxième document qui a été retrouvé dans une cave de Platterhof, dans l'Obersalzberg, tout près de Berchtesgaden. Cette fois, c'est l'aide de camp d'Hitler, le colonel Schmundt, qui a écrit ce dossier, et il rend compte du fait qu'Hitler et Keitel ont eu une entrevue le 21 avril 1938 sur les opérations contre la Tchécoslovaquie. Le dossier porte le nom de code Kaver. Le document stipule qu'Hitler ne souhaitait pas attaquer sans raison un pays pacifique. Il faut une action après une période de tension diplomatique qui conduise progressivement à une crise et finisse par la guerre ou action éclair à la suite d'un incident. Par exemple, l'assassinat d'un ministre allemand en corrélation avec démonstrations anti-allemandes. En somme, Hitler demande à Keitel d'user de la propagande pour réaliser une opération éclair. Les Américains vont également montrer des preuves sur les préparatifs de l'attaque contre la Pologne et l'Union soviétique. Ces preuves montrent encore une fois à quel point chacun a joué son rôle pour créer un complot afin de faire la guerre. Et cette journée de procès se termine en prouvant les complicités allemandes avec le Japon et l'Italie. Le lendemain, le procès revient sur l'Anschluss. On fait écouter au tribunal un appel enregistré entre Göring et Ribbentrop. Ce dernier est à Londres pour donner sa version des faits sur ce qui se passe en Autriche. Joseph Kessel raconte. Il se passa une chose incroyable. Sur son banc d'accusés,
Göring releva la tête et se mit à rire. D'un rire plein, entier, débridé, impossible à contenir. Göring va regarder Ribbentrop au-dessus des épaules de Hess. Ribbentrop, dont les lèvres sont toujours fermées comme si elles étaient attachées, va tourner la tête, regarder Göring et également se mettre à rire. Mais le tribunal va mettre fin à leur bonne humeur. L'avocat général américain Dodd souhaite ajouter pour preuve un film documentaire sur les camps de concentration et dit « Nous allons vous montrer que les camps de concentration n'étaient pas une fin en eux-mêmes, mais formaient partie intégrante du système nazi de gouvernement. Nous avons l'intention de prouver que chacun de ces accusés connaissait l'existence des camps de concentration, que la peur, la terreur et les horreurs sans nom des camps de concentration étaient des instruments à l'aide desquels les accusés ont gardé le pouvoir et ont supprimé toute opposition à leurs desseins, y compris bien entendu leur plan pour une guerre d'agression. » Le film est désormais projeté. C'est en réalité un montage que les Américains ont réalisé lorsqu'ils ont filmé les camps de concentration qu'ils libéraient. Un silence lourd et pesant inonde la salle. Le docteur Gilbert, lors de la projection, observe les accusés et note. Frank hoche la tête quand le film est authentifié et présenté. Fritzsche, qui n'avait encore vu aucune partie de la bande, est déjà pâle et frappé de stupeur quand viennent les scènes montrant des prisonniers brûlés vifs dans une grange. Keitel s'essuie le front, enlève ses écouteurs. Hess regarde fixement l'écran, ayant l'air d'un vampire. Keitel regarde l'écran du coin de l'œil. Von Neurath penche la tête, il ne regarde pas. Funk se couvre les yeux des mains, a l'air à l'agonie, secoue la tête. Von Ribbentrop ferme les yeux, se détourne. Saukel s'éponge. Frank avale sa salive, cligne des yeux, essayant de refouler ses larmes. Fritzsche regarde avec une attention extrême, les sourcils froncés, cramponné à son siège. Göring s'appuie à la balustrade, ne regardant pas la plupart du temps, l'air découragé. Donitz tient la tête penchée, il ne regarde plus. Saukel frémit à la vue du four crématoire de Buchenwald. Quand on montre un abat-jour en peau humaine, Streicher dit « Je ne crois pas ça ». Göring tousse, maintenant Dachau. Rosenberg s'agite toujours, se penche en avant, regarde autour de lui, se penche en arrière, baisse la tête. Fritzsche, pâle, se mordant les lèvres, semble à l'agonie. Donitz se cache la tête dans les mains. Keitel penche maintenant la tête. Frick secoue la tête, l'air incrédule quand une doctoresse décrit le traitement et les expériences infligées à des prisonniers à Belsen. Puis le film se termine. Après le film, Hess fera savoir qu'il ne le croit pas. Göring tente de le calmer, car lui-même se dit choqué par ce qu'il a vu. Les autres ont du mal à y croire également, parce que tous pensent que ces atrocités ont été commises à la fin de la guerre et qu'il n'est certainement pas possible que des millions de personnes soient mortes dans les camps de concentration. Un silence pesant règne toujours dans la salle, où la plupart des personnes commencent à dévisager les accusés qui, eux, partent de la salle d'audience. La réalité du régime nazi a été pour la première fois révélée au grand jour. Le lendemain, le premier témoin de l'accusation, le général Erwin Lausen, adjoint de Canaris à l'Abwehr, le service de renseignement allemand, est le premier témoin à comparaître et son témoignage va glacer le sang de pas mal de monde lors de cette audience, surtout quand il va expliquer l'opération Himmler. L'Abwehr a dû trouver des uniformes, des équipements et des cartes d'identité polonaises. Il racontera qu'ils ont servi pour des détenus des camps de concentration qui seront utilisés pour attaquer la station de radio de Gleiwitz, le 31 août 1939. Hitler a pu, grâce à cette mascarade, lancer son offensive sur la Pologne le 1er septembre 1939. À la fin de la journée, l'avocat de Rudolf Hess va déposer une requête stipulant que son client est incapable de se défendre car il a des troubles de la mémoire. Hess souhaite s'exprimer et ce qu'il va dire va choquer même les journalistes présents. Je dispose désormais de ma mémoire dans mes rapports avec le monde extérieur. C'est pour des raisons tactiques que j'ai simulé une perte de mémoire. Seule ma capacité de concentration est à vrai dire un peu réduite. Toute mon aptitude à suivre le procès, à me défendre, à me poser des questions, n'en est nullement affectée. Le second chef d'accusation est présenté par le procureur général de Grande-Bretagne, Lord Shawcross, qui commence son réquisitoire par une citation d'Hitler.
Je donnerai un prétexte pour déclencher la guerre, qu'il soit vrai ou faux. Lorsque nous serons vainqueurs, personne ne nous demandera si nous disions la vérité ou non. Lorsque l'on déclenche une guerre, ce n'est pas le droit qui compte, mais la victoire. C'est le plus fort qui a le droit pour lui. Shawcross doit démontrer la nature même du crime contre la paix, en violant des traités qui avaient été fixés à l'époque pour que plus personne ne subisse la guerre. Comme il le rappelle, la Société des Nations est née lors du traité de Versailles, et les Allemands croyaient autant que les autres pays que la Première Guerre mondiale était la der des der. Mais le procureur montre comment Hitler a violé tous les traités que l'Allemagne avait signés pour une paix internationale. Il parlera également de l'invasion de la Norvège, du Luxembourg, de la Belgique, les Pays-Bas et la France. L'accusation de guerre d'agression sera petit à petit prouvée lors du procès, mais l'avocat de Chartres fera remarquer que la plupart des traités qui sont signés perdent leur sens la plupart du temps. Il est reconnu que l'Allemagne a violé les conditions du traité de Versailles, en réintroduisant le service militaire obligatoire, en se réarmant, en remilitarisant la Rhénanie. Mais l'Allemagne a très bien pu interpréter que le traité était rompu lors du pacte maritime avec la Grande-Bretagne, qui avait été signé le 18 juin 1935. Il insistera sur le fait qu'on ne peut pas en vouloir à la confiance que le peuple, ou même les accusés ont manifesté à Hitler. Car pour eux, il a permis à l'Allemagne de retrouver sa valeur et sa grandeur au sein de l'Europe. Et il signalera que lors des Jeux Olympiques de 1936 qui se tenaient à Berlin, les délégations étrangères ont salué Hitler avec énormément d'enthousiasme. L'avocat de Neurath, Otto Freier, lui, ira beaucoup plus loin dans ses propos en accusant la France d'avoir développé à l'époque une politique pour encercler l'Allemagne. En somme, les avocats souhaitent pointer du doigt les responsabilités démocratiques des pays qui entouraient l'Allemagne avant que la guerre ne soit déclenchée. Pendant le procès, on parle également de l'inaction de la France et de l'Angleterre lors de la campagne de Pologne le 1er septembre 1939. Et le procès prouvera que si ces deux puissances étaient intervenues tout de suite, l'issue de la guerre aurait été différente. Keitel lui-même témoignera au procès à propos de l'inaction de la France et de l'Angleterre. Nous, soldats, nous nous étions toujours attendus à une attaque des puissances occidentales, c'est-à-dire de la France, durant la campagne de Pologne. Nous fûmes très surpris qu'à l'ouest, hormis quelques escarmouches entre la ligne Maginot et le mur de l'ouest, il ne se fût rien passé. Je le sais pertinemment, il y avait sur le front ouest, depuis la frontière des Pays-Bas jusqu'à Bâle, en tout et pour tout, que 5 divisions, non compris les faibles effectifs qui occupaient les ouvrages fortifiés du mur de l'ouest. Ainsi, du point de vue des opérations militaires, une attaque française durant la campagne de Pologne n'aurait rencontré qu'un faible écran de troupes allemandes et non une véritable défense. Quand on parle de complot et de la campagne de Pologne, on pense à l'invasion soviétique de la Pologne et de la Finlande, qui s'est pratiquement déroulée en même temps que l'invasion allemande. Le 8 février 1946, le psychologue Gilbert décide de parler à Göring et essaie de comprendre pourquoi il a ôté son casque audio quand le procureur soviétique Rudenko a pris la parole et a parlé de la campagne de Pologne. Un dialogue naît entre les deux hommes. Je savais d'avance ce que les Russes allaient dire, mais j'ai été stupéfait de les entendre parler de la Pologne. Je ne pensais pas qu'ils seraient assez cyniques pour parler de la Pologne. Pourquoi considérez-vous cela comme cynique ? Parce qu'ils ont attaqué en même temps que nous. Tout cela était une affaire arrangée d'avance. 25 mars 1946. Rudolf Hess doit se présenter à la barre, mais il est remplacé par son avocat, le docteur Alfred Seidel, qui décide de parler d'un sujet assez sensible. En effet, il va commencer à parler du pacte germano-soviétique et d'un pacte secret qui prévoit la détermination des zones d'influence des deux États dans le territoire européen. Le président l'interrompt en lui disant qu'il n'est pas là pour faire un discours, mais que quand il explique une situation, il doit présenter les documents au tribunal comme preuve. Seidel spécifie qu'il ne fait pas de discours et qu'il a les preuves prouvant également que l'Allemagne ne s'intéressait pas à la Lettonie, à la Lituanie, à l'Estonie ni à la Finlande. Le président intervient de nouveau en spécifiant qu'ils n'ont toujours pas vu ces documents qui confirment sa parole. Il va spécifier que ces documents, il les a obtenus grâce à Friedrich Gauss, qui était le chef des services juridiques au ministère des Affaires étrangères en 1939 et qui a participé aux négociations comme adjoint entre l'Allemagne et l'Union soviétique. C'est Gauss qui rédigea le pacte et l'accord secret. Il demande à lire des passages qui sont assez brefs,
Puis, le président Lawrence demande aux différents procureurs s'il y a une objection à ce que des passages de ce document soient lus. Une objection se fait entendre, celle du procureur général soviétique Rudenko, qui demande à consulter le document avant qu'il ne soit lu à haute voix. Ensuite, il va demander de ne pas autoriser la lecture de ce document. Seidel réclame comme témoin le commissaire aux affaires étrangères de l'URSS, Molotov, mais il sera interrompu par le président Lawrence, qui annonce que l'affaire est momentanément close. Le 28 mars au matin, l'affaire est de nouveau ouverte. Ribbentrop doit témoigner et pour témoin, il a fait appel à sa secrétaire, Fraulein Blank. L'avocat de Ribbentrop, le docteur Martin Horn, l'interroge. Saviez-vous qu'on avait conclu à Moscou autre chose qu'un pacte de non-agression et un accord commercial ? Oui, il y a eu également un pacte secret. Immédiatement, Rudenko l'interrompt et demande que la question soit immédiatement retirée, car le témoin est incompétent en matière de politique étrangère. Le président note, mais il s'aperçoit quand même que les propos concordent avec les paroles de l'avocat de Hess. Le juge Lawrence va demander à Seidel s'il a une copie de cet accord secret. Celui-ci lui répond que non. Mais il existe 2 copies, car une d'entre elles a été ramenée par Ribbentrop à Berlin et dans les archives des affaires étrangères qui ont été saisies par les troupes de l'Union soviétique. Donc, les 2 copies sont désormais entre les mains de Moscou. Mais Seidel produit la déclaration de Gauss, qui révèle le contenu du traité. La séance est de ce fait suspendue. Jodl, tout en ricanant, déclare à Gilbert « Alors ils veulent maintenant cacher qu'il existait un traité secret. Cela me paraît difficile. J'avais à l'avance l'indication de la ligne de démarcation dans mes plans et j'ai préparé ma campagne en conséquence. » Frank et Rosenberg, eux, se sont réjouis de l'embarras qu'éprouvent dorénavant les soviétiques. Ha ! Vous voyez là le vrai complot. S'il y a eu un complot, c'était entre Hitler et les Russes. Les Russes devraient être assis là avec nous, sur le banc des accusés. L'audience reprend et le tribunal annonce que Margaret Blank peut être interrogée sur cet accord secret. Elle explique qu'elle n'a pas accompagné le ministre à Moscou car elle était souffrante, mais qu'elle a eu connaissance de l'accord secret par enveloppe spécialement cachetée qui était classée séparément et qui portait la mention « accord germano-russe supplémentaire ou secret ». Le docteur Horn, l'avocat de Ribbentrop, l'interroge sur les négociations qu'il a menées avec les soviétiques. Il dira qu'il a été accueilli amicalement par Staline et Molotov et expliquera les bases du pacte germano-soviétique. Elle devait s'exprimer dans un pacte de non-agression. En second lieu, les sphères d'intérêt des 2 pays devaient être définies dans un protocole secret annexé à l'accord. Il s'agissait ici, pour Staline comme pour Hitler, de territoires perdus au cours d'une guerre malheureuse. Nous discutâmes alors de ce que nous aurions à faire du côté russe et du côté allemand, en cas de guerre. Nous fixâmes une ligne de démarcation afin qu'en cas de provocation intolérable de la part des Polonais ou en cas de guerre, il existât une frontière commune de façon à éviter des conflits d'intérêts entre la Russie et l'Allemagne. Le territoire de l'ouest des fleuves Vistule, San et Bug appartiendrait à l'Allemagne et l'est à la Russie. De plus, on déterminera d'autres sphères d'intérêt en Finlande, dans les pays baltes et en Bessarabie. Le 1er avril, le docteur Seidel, l'avocat de Hess, revient à la charge avec l'extrait du document de Gauss, qu'il s'apprête à lire à haute voix. Le général Rudenko conteste qu'il n'y existe aucun lien entre le document et les accusés. Le tribunal tranche. Seidel est autorisé à lire le document. Il reprend ce que Ribbentrop a déjà dit. L'Allemagne et l'Union soviétique devaient se partager la Pologne avec une ligne de démarcation. Ribbentrop confirme les explications de l'avocat et dit « Si l'on parle ici d'agression, alors les 2 pays sont coupables. » Seidel revient à la charge une dernière fois, lorsqu'il prononce la plaidoirie de son client Rudolf Hess. Les juges ont censuré la plaidoirie. Seidel évoque l'accord secret entre l'Union soviétique et l'Allemagne et fait comprendre en quelque sorte que l'URSS est complice du crime contre la paix et qu'elle ne devrait pas siéger parmi les juges. Mais rien n'y fait. Les juges censurent la plaidoirie, ne souhaitant pas que le monde entier pointe du doigt l'Union soviétique alors qu'elle fait partie des juges. Passons maintenant aux accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Ce sont les Français et les Soviétiques qui se chargent des preuves contre les accusés.
certaines preuves proposées sont inédites, mis à part les questions des camps de concentration qui ont déjà été exposés par les Américains et les Britanniques. Le 17 janvier 1946, François de Menthon prend la parole et parle au nom de la conscience des peuples, hier asservis et torturés dans leur âme et dans leur chair. Pendant son discours, François de Menthon annonce que c'est la France qui a supporté seule en mai et juin 1940 le poids de l'agression allemande et de la défaite. Mais le pays ne va pas renoncer à la lutte. François de Menthon va mentionner l'action de Charles de Gaulle, et il ajoute « La France, qui fut systématiquement dépouillée et ruinée, la France dont tant de siens furent torturés et assassinés dans les geôles de la Gestapo ou dans ses camps de déportation, la France, qui subit l'entreprise plus horrible encore de démoralisation et de retour en barbarie, poursuivie diaboliquement par l'Allemagne nazie, vous demande, au nom plus spécialement des martyrs héroïques de la résistance qui comptent parmi les plus purs héros de notre épopée nationale, que la justice soit faite. » Après, le procureur Jackson retrace les étapes du complot et Hartley Shawcross énumère les violations des traités. François de Menthon, lui, veut démontrer la doctrine utilisée par les nazis durant l'occupation de 1940 à 1945 en spécifiant qu'ils commettaient des crimes contre l'esprit, en supprimant des valeurs spirituelles, rationnelles ou morales qui sont les bases pour améliorer la condition de la vie humaine dans chaque pays. Les nazis ont plongé l'humanité dans la barbarie, une barbarie démoniaque qui était consciente de ce qu'elle faisait, puisqu'elle utilisait des moyens matériels à ses fins. Pour François de Menthon, cette doctrine est celle du racisme. Il montre que pour le national-socialisme, l'individu n'a pas de valeur, mais que l'origine des races est plus importante, comme son penchant pour les goûts mystiques, afin de prouver la différence entre les races. Pour Menthon, tout cela est dû à la crise qu'a traversée l'Allemagne, l'industrialisation rapide d'un pays qui n'avait pas retrouvé son équilibre politique et son unité culturelle, contrairement à d'autres pays d'Europe. Les Allemands voient dans les collectivités et dans les races humaines des noyaux fermés sur eux-mêmes qui sont en lutte les uns avec les autres. François de Menthon parle ensuite du service du travail obligatoire qui sera détaillé par ses adjoints. Par cette institution, l'Allemagne se proposait d'utiliser au maximum le potentiel des populations asservies afin de maintenir au niveau nécessaire la production de guerre allemande. En outre, nul doute que cette institution est liée au plan général d'extermination par le travail des populations voisines de l'Allemagne, jugées par elle dangereuses ou inférieures. Il démontrera devant la Cour que 715 000 Français ont été déportés en Allemagne pour le travail forcé. L'Allemagne n'hésitera pas à piller économiquement la France, notamment de ses cultures pour nourrir ses propres hommes, pendant que les populations dans le pays mourraient de faim. Il dévoilera que ce sont des crimes contre les personnes physiques, des crimes qui se rattachent au terrorisme. Les Allemands voulaient l'assujettissement de tous les pays occupés en déployant des troupes pour que le peuple soit soumis et que ces pays donnent tout ce que l'Allemagne demandera. Ces crimes seront rattachés à la politique d'extermination. Menthon va mentionner les exécutions d'otages, par exemple ceux de Chateaubriand et du Mont-Valérien, les tortures et les assassinats commis contre la population. Mais le crime le plus retenu et le plus tristement mémorable est celui commis à l'égard des populations en internant ou déportant dans les camps de concentration de l'Allemagne. Ces déportations avaient deux buts: assurer un travail supplémentaire pour la machine de guerre allemande et éliminer des pays occupés et exterminer progressivement les éléments les plus opposés au germanisme. Un des buts principaux était aussi de vider les prisons surpeuplées de patriotes et les éloigner définitivement. Il mentionnera des chiffres. 250 000 Français ont été déportés et seulement 35 000 d'entre eux sont revenus sur le sol national. Mais on sait aujourd'hui que ces chiffres sont surestimés, puisque 140 000 personnes, dont 75 000 juifs, ont été déportés de France. Seule une quarantaine de milliers survécus, dont 4 000 juifs. Puis, Menthon peint les souffrances des déportés en soulignant que tant des siens sont morts dans les camps après d'horribles souffrances, ce qui est pour lui inconcevable pour un peuple civilisé du XXe siècle. À ces crimes s'ajoutent ceux commis contre les prisonniers de guerre et les résistants, et dans les derniers mois de l'occupation en France, l'accentuation de la politique terroriste qui multiplie les crimes contre les populations. François de Menthon nomme les villes martyrs de Maillé, dans l'Indre-et-Loire, et d'Oradour-sur-Glane, qui dévoileront au peuple français la barbarie dont pouvaient faire preuve les Allemands. Il conclut:
le besoin de justice des peuples martyrs sera satisfait et leurs souffrances n'auront pas été vaines pour le progrès de la condition humaine. Le psychologue Gilbert s'aperçoit que Franck accueille très bien le discours de François de Menthon et qu'il serait ravi de discuter avec cet homme qui a l'air d'un bon chrétien. Mais cette faveur lui sera refusée, car François de Menthon quitte définitivement le procès de Nuremberg pour prendre sa nouvelle fonction de ministre de la Justice en France. Edgar Faure se présente à la barre en présentant messieurs Charles Gerthofer et Henri Delpech, spécialistes des pillages économiques qui vont prendre la parole. Ils vont spécifier que le pillage et les spoliations étaient interdits par la Convention de La Haye, encore une convention que les Allemands n'ont pas respectée. L'accusation française va dresser une liste interminable et met en lumière le rôle qu'a joué Hermann Göring lors de ces pillages. Le 24 janvier 1946, c'est Charles Dubost qui prend la parole et expose une série de preuves qui incriminent les chefs de l'Allemagne hitlérienne qui ont pratiqué une politique d'extermination. Il va ensuite citer un discours d'Hitler qui a eu lieu à Munich le 16 mai 1927. Il n'y a qu'une possibilité pour l'Allemagne d'échapper à son encerclement, et c'est la destruction de l'État qui, de par la nature même des choses, sera toujours son ennemi mortel. C'est la France. Lorsqu'un peuple voit que son existence tout entière est menacée par un ennemi, il ne doit avoir qu'un seul but, à savoir l'annihilation de son ennemi. Charles Dubost présente une multitude de témoignages qui ont été recueillis en France par le service des crimes de guerre qui dépend du ministère de la Justice. Il va présenter les témoignages des exécutions commises sur des otages. En France, il y a eu 29 666 exécutions. Mais pour ceux qui ont fait partie des déportations, le ministère public fait appel aux témoins. Le premier d'entre eux est un Français qui se nomme Maurice Lampe, un résistant qui a été arrêté en novembre 1941. Il a été interné pendant 2 ans en France, puis a été déporté à Mauthausen. Il va décrire le voyage infernal dans les wagons à bestiaux. Le convoi, contenant 1200 Français, arrive le 25 mars 1944. Ensuite, tous ont dû travailler dans une carrière qui se situe non loin du camp. Le 28 janvier 1946, Marie-Claude Vaillant, couturier, est présentée à la barre. C'est la première femme qui va témoigner, et son témoignage va affecter pas mal de personnes lorsqu'elle va raconter son histoire. Elle est arrêtée le 9 février 1942 par la police française de Pétain, qui au bout de 6 semaines la remet aux autorités allemandes. Elle sera transférée à la prison de la Santé où elle restera pendant 5 mois. Puis au fort de Romainville, et le 25 janvier 1943, elle partira pour une destination inconnue où elle sera en compagnie de 230 femmes. Charles Dubost la questionne sur l'origine sociale de toutes ces femmes. Elle répond « Des intellectuels, des institutrices, un peu de toutes les conditions sociales. Mais Politzer était médecin. Elle était la femme du philosophe Georges Politzer. Hélène Salomon est la femme du physicien Salomon. C'est la fille du professeur Langevin. Daniel Casanova était chirurgien dentiste et elle avait une grande activité parmi les femmes. C'est elle qui a monté un mouvement de résistance parmi les femmes prisonnières. » Marie-Claude Vaillant, couturier, raconte ensuite son arrivée à Auschwitz, où on déplombe les wagons. Les gardes SS dirigent les femmes vers Birkenau, une annexe du camp principal d'Auschwitz. Ensuite, elles doivent passer la désinfection, la tonte des cheveux et le tatouage du numéro sur l'avant-bras gauche. Elle va décrire les conditions de vie affreuses à l'intérieur de ce camp, l'appel, les morts, le travail, les pseudo-expérimentations médicales, dont notamment la stérilisation. Charles Dubost va l'interroger sur les conditions de vie des Juifs et sur ce qui se passait. Marie-Claude Vaillant-Couturier va décrire la sélection dont elle a été témoin quand elle travaillait au bloc de la couture, qui se trouvait en face de la rampe, près de laquelle les trains s'arrêtent. Quand un convoi de Juifs arrivait, on sélectionnait d'abord les vieillards, les vieilles femmes, les mères et les enfants, qu'on faisait monter dans des camions, ainsi que les malades et ceux qui paraissaient de constitution faible. On ne prenait que les jeunes femmes et les jeunes gens qu'on envoyait au camp des hommes. Il arrivait en général sur un transport de 1000 à 1500 personnes, qu'il en entrait rarement plus de 250, et c'est tout à fait un maximum dans le camp. Le reste était directement dirigé au gaz. Ensuite, elle explique l'arrivée des Hongrois, qui étaient environ 700 000 selon elle,
Titus ont été emmenés à la mort. Puis elle raconte qu'elle a été transférée au camp des femmes à Ravensbrück. Le président du tribunal éprouve un sentiment de déjà entendu. Il lui pose cette question. Les conditions du camp de Ravensbrück semblent être les mêmes que celles d'Auschwitz. Serait-il possible, après avoir entendu ces détails, de s'occuper de la question de façon plus générale, à moins qu'il y ait une différence substantielle entre Ravensbrück et Auschwitz ? Monsieur Dubost lui répond. Je crois qu'il y a une différence qui nous a été exposée par le témoin et qui est la suivante. C'est qu'à Auschwitz, les internés étaient exterminés purement et simplement. Il ne s'agissait que d'un camp d'extermination. Tandis qu'à Ravensbrück, elles étaient internées pour travailler. Elles étaient exténuées de travail jusqu'à ce qu'elles en meurent. Le rôle d'Auschwitz dans la destruction des Juifs d'Europe n'avait pas encore été compris par le tribunal. Pour lui, cela semblait quasi impossible. Et pourtant, plus de 6 millions d'entre eux y ont perdu la vie. Marie-Claude Vaillant-Couturier conclut son témoignage. Il est difficile de donner une idée juste des camps de concentration quand on n'y a pas été soi-même. Parce qu'on ne peut citer que les exemples d'horreur. Mais on ne peut pas donner l'impression de cette lente monotonie, et quand on demande qu'est-ce qui était le pire, il est impossible de répondre, parce que tout était atroce. C'est atroce de mourir de faim, de mourir de soif, d'être malade, de voir mourir autour de soi toutes ses compagnes, sans rien pouvoir faire, de penser à ses enfants, à son pays qu'on ne reverra pas. Et par moments, nous nous demandions même si ce n'était pas un cauchemar tellement cette vie nous semblait irréelle dans son horreur. Nous n'avions qu'une volonté pendant des mois et des années. C'était de sortir à quelques-unes vivantes pour pouvoir dire au monde ce que c'est que les bagnes nazis. Partout, à Auschwitz, comme à Ravensbrück, et mes compagnes qui ont été dans d'autres camps rapportent la même chose. Cette volonté implacable d'utiliser les hommes comme des esclaves, et quand ils ne peuvent plus travailler, de les tuer. Hans Marx, l'avocat qui représente les SS, interroge à son tour le témoin. Comment pourrez-vous expliquer que vous-même ayez pu passer à travers tout cela et que vous soyez revenu en bonne santé ? Marie-Claude Vaillant-Couturier répond. D'abord, j'ai été libérée il y a 1 an. En 1 an, on a le temps de se remettre. Ensuite, j'ai été 10 mois, comme je l'ai indiqué, en quarantaine. Et j'ai eu de la chance de ne pas mourir du typhus, bien que je l'ai contracté et que j'ai été malade pendant 3 mois et demi. D'autre part, à Ravensbrück, les derniers temps, comme je connais l'allemand, j'ai travaillé pour faire l'appel du Revier. Et je n'avais donc pas à subir les intempéries. Sur les 230 femmes déportées à Auschwitz, seules 49 en sont revenues. Donc, j'ai eu de la chance de revenir. Hans Marx revient ensuite sur le chiffre de 700 000 juifs déportés de Hongrie que la témoin a cité précédemment. Car selon les rapports d'Adolf Eichmann, les services de la Gestapo ont notifié que 350 000 juifs de Hongrie avaient été déportés. Il affirmera que tout ce que dit la témoin n'est pas toujours la vérité. Le psychologue Gilbert notera qu'Hermann Göring minimisera le témoignage de Marie-Claude Vaillant-Couturier et se demandera combien de fois elle a pu répéter son témoignage depuis sa libération. Rosenberg suivra Göring dans ses propos. Fritzsche, lui, en revanche, se réjouit. Vous auriez dû voir le spectacle qu'offrait un avocat de la défense aidant l'accusation. Quelle question stupide! Discuter pour savoir si c'était 700 000 ou 350 000 Français qui avaient été assassinés. Elle lui a naturellement répliqué en plein visage « Je ne discuterai pas avec la Gestapo ». C'était là la bonne réponse et une réponse à droite. Petite précision quand même. Fritzsche pense que c'était des déportés français dont il parlait, mais en réalité c'était les chiffres des déportés hongrois. D'autres témoins, victimes des camps de concentration, viendront témoigner à la barre pour raconter leur récit, dont François Bois, un réfugié espagnol reporter-photographe, qui a réussi pendant sa captivité à prendre des photos de Mauthausen qu'il présentera au tribunal.